Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés, bon appétit, on se retrouve mardi midi pour un manga vorace. Vous proposez 7 mangas tous les mardis, c'est vous proposer 7 mangas différents, et de fait je suis bien obligé d'aller piocher des titres qui ne sont pas systématiquement les mêmes semaine après semaine. Donc comme ça devient relativement compliqué au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais vous proposer 5 mangas par semaine, du lundi au vendredi, les 5 mangas que je vais lire, comme ça je me laisse le week-end pour rattraper un peu mon retard et pour continuer les séries que j'avais en cours de lecture. Bien sûr, avant de démarrer, n'oubliez pas l'utilisation du chapitrage dans la vidéo pour vous rendre directement sur tel ou tel chapitre, sur tel ou tel manga, celui que vous préférez, puis vous naviguez, vous revenez, ou alors vous allez sur un autre manga vorace pour voir un petit peu les autres mangas que vous auriez pu zapper, il y a plein de vidéos, donc bonne balade, bonne vidéo à vous. Et on commence tout de suite avec The Killer Inside, thriller chez Kiun dans une édition relativement classique. The Killer Inside va nous parler d'un jeune garçon qui un jour se rend compte qu'il vient de passer 2-3 journées sans vraiment savoir ce qui s'était passé, mais de par les rencontres qu'il va faire, les amis qu'il a, il va se rendre compte qu'il a quand même fait des choses. Donc il a toute une partie pendant quelques jours où il ne se rappelle absolument de rien. Double personnalité, ce garçon cache en plus un secret. Son père était un serial killer. Il a donc évidemment peur que le double, son double, soit aussi potentiellement un serial killer, et donc le manga va démarrer comme ça. C'est un manga extrêmement intense, rapide, vif, soutenu dans son rythme. Le manga dans sa série est relativement court, on approche du dénouement final. Le trait, c'est un seinen et donc sérieux, les personnages sont assez angulaires, on a du détail quand il faut, des scènes concrètes, visuellement, qui vous en mettent plein la vue quand il faut. C'est très sympa à suivre, c'est vraiment un thriller horrifique où on plonge dans l'abîme, dans les doutes du personnage. On va finir par douter avec lui, on va finir par douter de lui, on va finir par douter finalement de tout le monde, parce qu'on est vraiment dans la paranoïa, on n'arrive plus à savoir qui est qui, et les auteurs maîtrisent en plus la temporalité de leur manga, leur rythme, parce que le calendrier à l'intérieur du manga est agencé comme un puzzle. On n'a pas toujours les chapitres qui sont dans un ordre chronologique. On a des événements à un moment, puis on va en avoir d'autres, puis on va en avoir d'autres. Mais tout ça, c'est un petit peu mélangé. D'autant que nous avons notre personnage principal, Eiji, qui a donc deux personnalités. On va l'appeler Eiji A et Eiji B. Nous aurons Eiji A au présent, nous aurons Eiji B au présent, et puis nous aurons Eiji A dans le passé avec des feedbacks, et de la même façon, Eiji B dans le passé avec des feedbacks. Ce qui fait donc 4 possibilités comme ça d'agencement qui vont s'imbriquer les unes aux autres et qui vont nous perdre. Ça va véritablement nous perdre. On est là avec un puzzle en train de chercher les pièces, en train de les imbriquer. On se demande un petit peu si on va y arriver. Et c'est là où les auteurs sont vraiment doués, c'est que le puzzle finit par se créer, les connexions finissent par se faire, et d'un seul coup, tout s'éclaire. L'histoire ne manque pas de rebondissements, on est vraiment trimballé avec les auteurs. Un coup, on a l'impression qu'on va partir par là, et puis finalement, ça part dans l'autre sens, et puis patatras, il se passe des choses auxquelles on ne s'attendait vraiment pas, des retournements, des coups de théâtre, mais vraiment des choses très intéressantes au niveau du scénario, qui le construisent, qui l'épaississent. Et puis paf, ça s'éclaircit quand même, quoi. C'est une vraie réussite. The Killer Inside commence à en parler pas mal sur la toile. Voilà, j'en fais aussi un peu la promo parce que c'est un très bon manga, un très bon thriller, une très bonne enquête sur une série relativement courte que je ne peux que vous conseiller, que je mets avec Gannibal, que je mets avec Quand sonne la tempête. Pour moi, c'est un trio qui fonctionne très bien si vous aimez l'un des trois. Voilà, The Killer Inside. Et on enchaîne un petit peu dans la même catégorie, thriller, enquête policière, avec le tome 14 de My Home Hero chez Kurokawa. My Home Hero est un manga où, dans le premier tome, vous allez avoir un père de famille qui, pour sauver sa fille, se retrouve à faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Sauf que ce père de famille est aussi auteur, écrivain de thriller. Et donc, de par son expérience littéraire, il arrive à s'en sortir dans la pratique, j'ai envie de dire, et à sauver sa fille. Ou presque. Pourquoi ou presque? Parce que sa fille était un petit peu maquée avec un yakuza et que forcément ça va pas tout à fait se passer comme on a envie. Voilà un petit peu le postulat de base. Dans My Home Hero, c'est donc toute une descente aux enfers d'une famille avec principalement le père qui va protéger sa famille, qui va tout faire pour la protéger, qui va mener une enquête extrêmement minutieuse, délicate, intelligente, stratégique pour être certain qu'ils sont protégés.
Sauf que vous voyez, c'est le tome 14, donc ça se passe pas tout à fait comme il a envie. Alors, petit reproche, le trait qui de temps en temps est un petit peu maladroit, un petit peu léger au niveau du fond, de la description, des décors, c'est un petit peu blanc. Alors oui, c'est un manga qui parle beaucoup, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de stratégie, donc l'attention se porte sur les personnages, on n'a que faire du décor, mais quand même, de temps en temps, c'est un petit peu blanc, ça fait l'affaire, il y a pire, il y a vraiment pire. Au niveau du scénario, c'est bien rythmé, c'est bien construit, du tome 1 au tome 6, c'est vraiment palpitant à suivre. Moi, je me suis régalé du tome 1 au tome 6 et j'aurais aimé que ça s'arrête là. On repart sur un deuxième arc à partir du tome 7. Ça passe, ça marche, ouais, c'est un peu plus lent, et puis on a l'impression d'en rajouter. On en rajoute, et même si les tomes 13 et 14, je les trouve plutôt intéressants, on sent que les auteurs savaient où ils allaient, je trouve qu'il y a quand même une certaine latence, un certain ralentissement depuis le tome 7 qui font que ce manga aurait gagné à être en une dizaine de tomes. Je pense que là, on en a encore pour quelques-uns. À tous les coups, ça va être une série en 20 tomes. Pour moi, c'est beaucoup trop, même si j'ai beaucoup de plaisir à chaque fois à la lecture. Je vais pas le cacher. Chaque tome que je lis, je me dis, bah, c'est quand même pas mal. Ouais, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? C'est un peu le piège. Est-ce qu'on va réussir à avoir une histoire et un final qui va tenir la route? Je sais pas. En tout cas, vous avez pas mal de choses dans My Hero Hero qui rejoignent également The Killer Inside par exemple. On est sur une enquête policière, sur un thriller, avec pas mal de psychologie et de stratégie et de l'action. Donc forcément, si c'est un peu votre domaine, vous pouvez foncer, ça fera très bien l'affaire. Troisième manga, troisième lecture de la semaine, et là on va passer dans du shonen de sport un peu bourrin avec Blue Lock tome 7, petit trou là. Alors Blue Lock tome 7, vous savez le Blue Lock, hein, c'est une espèce d'académie pour footballeurs afin de créer le footballeur ultime, l'individualité ultime autour duquel s'articulera la future équipe nippone, future équipe du Japon au foot, afin de devenir dominante dans le milieu du football. Bon, pourquoi pas, ça se passe donc dans un Battle Royale football où chacun va s'affronter pour être le meilleur. Il faut évidemment ne faire aucun cadeau aux autres coéquipiers. Paradoxalement, il faut aussi utiliser leurs armes pour pouvoir réussir et donc générer du collectif. C'est un petit peu tout le paradoxe du truc. Moi, je trouve ça plutôt bien foutu. Et les épreuves sont très sympathiques, très rythmées. On est sur des espèces de montantes descendantes, sur des espèces de jeux du loup. Enfin bref, il y a énormément de choses détournées qui sont très intéressantes. Le trait est extrêmement vif, vous pouvez le voir sur les dessins. C'est un dessinateur qui a vraiment du talent. Ça envoie du pâté, il y a de la matière, il y a de l'épaisseur dans le trait, il y a de l'énergie, il y a de la noirceur. On sent que ça transpire, on sent les efforts. Ça, je trouve que ça marche excellemment bien. L'avantage de Blue Lock, c'est que en parallèle, vous avez Aoashi qui lui est un manga de foot centré sur la stratégie, la cohésion, la collectivité, sur l'univers du foot tel qu'il peut être perçu, peut-être même un peu fantasmé. Et ici, vous avez tout l'envers de ce que peut être le football. L'individu, c'est lui qui doit gagner, c'est lui qui doit s'en sortir. Il faut faire fonctionner les égos pour être le meilleur des meilleurs des meilleurs. Et je trouve que les deux sont vrais. D'un côté, vous avez le football collectif où on va construire une équipe, et puis vous avez les super champions dans la réalité de l'autre qui ont des égos surdimensionnés et qui sont évidemment prêts à écraser et à faire leur place dans une équipe. C'est eux les patrons. Donc en fait les deux sont vrais, je trouve que l'existence d'Aoashi renforce la crédibilité de Blue Lock. Dans ce tome 7, en revanche, je me suis un peu fait chier. Parce que ça parle pas mal, parce qu'il n'y a pas assez de foot, il n'y a pas assez d'épreuves, on réfléchit beaucoup à comment faire pour évoluer, et donc il y a pas mal de blabla. Et puis d'un seul coup, paf, de l'action, et hop, ça y est, naissance d'une nouvelle technique, naissance d'une nouvelle stratégie. C'est un peu facile et un peu rapide, je trouve que l'équilibre entre toute la partie de la réflexion et l'action est un peu bancal. Voilà, il y a beaucoup trop de texte dans celui-là et peu de foot, mais à mon avis, le tome 8 va repartir vers une action concrète. Je pense que le tome 8 va se lire très vite parce qu'il y aura pas mal de jeux, pas mal de phases d'action et on va rentrer vraiment dans la phase finale d'une des épreuves du Blue Lock. Donc affaire à suivre. Ceci dit, même si j'ai été un peu déçu par ce côté un peu lent de ce tome, ça reste un manga de sport, donc j'ai envie que ça bouge, j'ai envie que ça vive, hein, c'est pour ça. On a quand même une bonne série, on a un bon manga que je peux vous conseiller si vous aimez les mangas de sport, si vous aimez le foot, évidemment. Et avant d'attaquer le coup de cœur, on va parler d'un manga et d'un auteur que j'affectionne particulièrement, et au moment où je vous parle, il y a 2 nouveautés qui sortent ce jour, donc vous l'avez compris, on est vendredi de la semaine dernière. Je parle de Tsutomu Takahashi et son tome 8, voilà, de Sido. Alors Sido, ce sont des jeunes samouraïs, des jeunes ronins qui ont
et qui sont entrés dans la vie de façon très cruelle. Le tome 1, il est hallucinant. Je vais pas trop vous spoiler, mais ces deux jeunes-là sont livrés à eux-mêmes et c'est vraiment pas gagné. Avec ce postulat de départ, ils vont avoir l'énergie, ils vont avoir la personnalité, ils vont avoir une espèce de haine, de violence, mais d'amour aussi, de soutien, de solidarité. Il y a quelque chose qui leur donne une force et ça se dégage dans les traits, dans le jeu de regard que Tsutomu Takahashi maîtrise. Si cet auteur a bien un point fort, ce sont bien alors les postures, mais les regards. Les regards sont dingues chez cet auteur, c'est absolument incroyable. Et d'ailleurs, plus j'en parle, plus j'ai hâte de me dépêcher de finir cette vidéo pour aller chercher les deux nouveautés. Fido, le tome 8, nous régale. On est chez Panini Comics. Je l'ai pas dit, mais voilà. Je n'ai fait que la lecture du tome 8, mais bien sûr, j'ai les tomes jusqu'au 14, je crois, ou 15, je sais plus trop, et je suis en train de rattraper justement cette lecture. Et franchement, mais j'ai bien fait en fait, j'ai bien fait de prendre ce retard, j'ai bien fait de patienter, parce que là j'ai enchaîné le 8 et le 9, mais c'est fou, et les tomes 9, 10, 11 sont dans mes mains, je vais les lire tout de suite, je vais les lire tout à l'heure, c'est obligé, c'est incroyable ce rythme, cette tension, cette nervosité, on se demande tout le temps, ces gamins qui n'ont pas vraiment de code et qui ne pensent qu'à survivre, qu'ils vont bien pouvoir faire, est-ce qu'ils vont partir d'un bon côté, essayer de construire quelque chose, ou est-ce que le premier événement qui va déraper vont faire qu'on va basculer dans une hyper-violence et ils vont essayer de se défendre? Avec leurs convictions, avec leurs principes, avec leurs forces, ils savent se battre. Attention, ils ont appris à se battre et ils savent manier le sabre. Ils sont redoutables, même s'ils sont encore jeunes et donc relativement faibles d'un point de vue force musculaire, intensité, pression qu'on peut exercer sur un ennemi. Vous pensez bien, ils savent quand même se battre. Ça les empêche pas de se prendre des grosses raclées de temps en temps. C'est assez hallucinant ça d'ailleurs. On est vraiment dans un monde très violent, avec un trait qui sert tout cet univers, un trait là aussi très nourri, très épais. Ce que j'adore à la lecture des Fido, c'est que quand vous tournez les pages, vous avez l'impression de vous en mettre plein les doigts. Moi, je trouve ça incroyable. Fido, c'est une vraie réussite. Si vous aimez Takahashi, foncez. Si vous aimez le samouraï, foncez encore plus vite. C'est un indispensable, je pense. Et on terminera avec le coup de cœur de la semaine. Difficile de ne pas mettre en avant les chefs-d'œuvre de Junji Ito et le tome 2. J'en ai enfin fait la lecture. J'avais pris un petit peu mon temps. C'est pour ça que j'ai décidé de ne parler que de 5 tomes maintenant par semaine pour prendre le temps de lire et de compléter les mangas un peu plus épais. J'ai par exemple du Lone Wolf and Cub tome 2 qui m'attend. Donc vous voyez un petit peu l'idée. Les chefs-d'œuvre de Junji Ito, j'avais adoré le tome 1 et j'ai adoré le tome 2. Donc je considère que c'est un ensemble et c'est un véritable coup de cœur. Pourquoi? D'abord parce qu'on a une édition très classe. Même si nous n'avons pas le petit ruban, voilà, c'est cartonné, c'est épais. Je trouve que Mangetsu fait un travail au niveau de l'édition de plus en plus remarquable. Je trouve qu'il s'améliore au fur et à mesure des produits qu'ils peuvent nous servir, notamment dans la collection Junji Ito. Alors, les chefs-d'œuvre de Junji Ito, nous retrouvons bien sûr le trait si caractéristique, si à la fois sale, à la fois propre, à la fois fin, à la fois épais, à la fois psychorigide et à la fois tortueux de Junji Ito. Il y a tout un mélange, un savant mélange, parce qu'il arrive à maîtriser tout ça quand il faut, comme il faut, pour augmenter toute la pression, pour augmenter tout le côté horreur psychologique, parce que c'est pas vraiment de l'horreur dans de la violence, on est vraiment dans de l'horreur plus d'incompréhension, plus psychologique, avec un harcèlement comme ça, mais harcèlement moral, harcèlement mental autour des personnages. Alors évidemment, il y a aussi de la violence et il y a aussi de l'horreur physique, mais globalement, on est plutôt dans l'incompréhension et dans la suggestion que dans vraiment afficher des choses. Et ça marche, ça renforce vraiment toute cette atmosphère. Son trait, notamment les personnages qui sont relativement froids et figés dans leur regard et dans leur faciès, ça marche très bien, ça contraste avec toute l'horreur qui se répand par moments au fil des pages et ce côté un peu plus sinueux, un peu plus tortueux de toutes les scènes horrifiques. Donc je trouve que ça marche très bien, on est plongé dans des ambiances où on ne sait jamais vers où on va. En plus, nous avons tout un ensemble de petites histoires, ce sont des histoires courtes avec, en général, une fin plutôt ouverte. Junji Ito aime particulièrement les fins ouvertes, et sur des histoires courtes, sur des chapitres assez courts, ça marche relativement bien. Je trouve que c'est un genre, l'horreur, qui se doit d'avoir une fin ouverte, puisque plus on en sait, moins ça fait peur, et moins ça fait peur, moins on est dans l'horreur, évidemment. Et en plus, les petits chapitres permettent d'être assez succincts. Pourquoi? Parce que je trouve que là aussi, l'horreur, si elle est détaillée de chapitre en chapitre,
page après page et que l'œuvre est beaucoup trop épaisse, beaucoup trop longue, que l'histoire se détaille, alors là aussi, plus on lit, plus on comprend, et plus on comprend, moins on a peur, moins ça marche. Donc ces petites histoires, façon Conte de la crypte, façon 4e dimension, vous voyez, fonctionnent très très bien à mes yeux. C'est vraiment un format que j'affectionne particulièrement pour ce genre. Alors c'est un peu ronflant parce que je me suis rendu compte que les chefs-d'œuvre de Junji Ito s'appelaient les chefs-d'œuvre de Junji Ito par Junji Ito lui-même. Bon, faut peut-être un peu se calmer aussi, mais bon. En tout cas, il y a quelque chose de très agréable, c'est qu'entre chaque chapitre, il explique les origines de l'histoire qu'on vient de lire, de comment c'est né. Souvent, ça fait référence à un vécu, à un passif par rapport à l'enfance que lui-même n'avait pas tout à fait compris. Donc vous voyez que l'horreur qu'il a est souvent de ses propres incompréhensions. Évidemment, il les amplifie, il les caricature, il les magnifie avec un brio, je pense, inégalable. Les chefs-d'œuvre de Junji Ito, c'était le gros coup de cœur de la semaine. Pour moi, c'est pour l'instant les meilleurs Junji Ito que j'ai pu lire. Je dis les meilleurs parce qu'il y a plein d'histoires. Elles ne se valent pas toutes, bien sûr. Ceci étant, on passe un très bon moment de lecture. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour l'achat manga du mois d'avril. Et oui, déjà un mois découlé. Excellente semaine. Et moi, je vous dis